Après un service de 24 heures, je suis rentré chez moi pour découvrir que ma femme et nos 350 000 $ d'économie avaient disparu. À sa place se trouvait un étranger au visage sombre tenant l'acte de propriété de ma maison, et il m'a dit la vérité. Le moteur de ma Tacoma de 10 ans cliquetait doucement alors que je coupais le contact, le son étant une douce ponctuation à la fin d'une phrase brutale. 24 heures, une journée et une nuit entière passées à patauger dans les débris émotionnels de la vie d'autres personnes. Le volant était encore chaud sous mes mains, et pendant une longue minute, je suis resté assis là dans ma propre allée, laissant le silence de notre rue de banlieue d'Austin m'envahir. C'était un silence que j'avais mérité. Dehors, l'air sentait l'herbe fraîchement coupée et le parfum doux, presque écœurant des buissons de myrte de crêpes bordant l'allée. À l'intérieur de l'hôpital, ça sentait l'antiseptique, le café rassis et la peur. Mon travail, en tant que conseiller de crise, consiste à entrer dans des pièces saturées de cette peur et à essayer de la dissiper. Aujourd'hui avait été un cours magistral dans le chaos. Cela avait commencé par un carambolage de 4 voitures sur LI 35, un flou d'acier déformé et de verre brisé. J'avais passé des heures avec une jeune femme qui venait de perdre son fiancé, ma voix étant une encre basse et stable dans sa tempête de chagrin. L'aider à passer l'appel qu'elle était trop brisée pour faire elle-même. De là, c'était directement vers une dispute domestique qui avait tourné au violent. J'avais passé le reste de mon service à désamorcer, séparer, et essayer de planter la graine d'un plan de sécurité dans l'esprit d'une femme tandis que les promesses venimeuses de son mari résonnaient encore dans l'air. J'étais bon dans mon travail. Je pouvais repérer un mensonge dans le tic d'un œil, sentir la manipulation dans un tour de phrase, lire la géographie de la douleur d'une famille dans la façon dont ils ne se regardaient pas. J'étais un excavateur professionnel de traumatisme. Mais la première règle pour survivre à un travail comme le mien, c'est qu'il faut le laisser à la porte. Il le faut. J'ai finalement poussé la porte du camion, mes bottes craquant sur le gravier. Le poids de la journée était une chose physique, un manteau lourd sur mes épaules. Mais alors que je marchais vers la porte d'entrée de notre maison modeste, de plein pied, je pouvais sentir qu'il commençait à glisser. Cet endroit était mon sanctuaire. C'était l'antithèse de ma journée de travail. Ici, il y avait l'ordre, la paix, et le calme inébranlable de ma femme, Alra. Je me souvenais de ma propre enfance, un paysage chaotique dirigé par le tempérament de mon père et le tintement de la glace dans son verre de whisky. Il n'y avait pas de sanctuaire alors, seulement une tension constante et de bas niveau. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de construire l'opposé de cela, une vie de prévisibilité tranquille, une vie de paix. Alra était l'architecte en chef de cette paix. Elle avait fait de cette maison un foyer, l'avait remplie de textures douces, de lumière chaude, et du parfum de n'importe quelles bougies artisanales qu'elle avait trouvées cette semaine-là. Elle gérait les factures, les investissements, la planification. « Tu t'occupes des gens brisés, Corbin » avait-elle dit une fois, sa main sur ma joue. « Laisse-moi m'occuper du monde brisé. » Tu as gagné le repos, et je l'avais cru. Je lui faisais confiance avec tout. La clé était fraîche dans ma main alors que je la glissais dans la serrure, la tournant avec un silence pratiqué. La maison était sombre, sauf pour la faible lueur de l'horloge du micro-ondes dans la cuisine. 23h14, elle devait dormir. J'ai enlevé mes bottes sur le tapis, mes mouvements lents et délibérés. L'air à l'intérieur ne sentait pas la lavande et la camomille habituelle d'Alra. C'était plus vif, une odeur de citron chimique, comme si quelqu'un avait fait le ménage. Un service de ménage inconnu, peut-être? J'ai pris note mentalement de lui demander à ce sujet. J'ai traversé le salon sur la pointe des pieds, mes yeux traçant les formes familières dans l'obscurité. La table basse en chêne solide, le fauteuil rembourré où je lisais, les photos encadrées sur le manteau. Une vie? Notre vie. Je me suis glissé dans la chambre. Les rideaux étaient tirés serrés, et la seule lumière était une fine ligne argentée sous la porte. Je pouvais juste distinguer sa forme sous la couette, une masse immobile au centre de notre lit king size. Mon cœur s'est gonflé d'un amour silencieux et profond. C'était ça. C'était la raison des longues heures, d'absorber toute cette douleur de seconde main. Tout était pour protéger ceci. Pour la protéger. Pour rentrer à la maison vers cette paix silencieuse et inébranlable. Avec le soin d'un expert en désamorçage de bombes, je me suis glissé hors de mes vêtements, les laissant tomber dans le panier. Je me suis glissé dans le lit, les draps frais comme une bombe sur ma peau fatiguée. Je n'osais pas m'approcher trop près, ne voulant pas risquer de la réveiller. Je suis resté allongé là de mon côté du lit, écoutant le doux bourdonnement du climatiseur et le son imaginé de sa respiration. J'étais un homme chanceux. Peut-être l'homme le plus chanceux du monde. C'était ma dernière pensée consciente avant que le sommeil profond et sans rêve de l'épuisement total ne m'emporte. La conscience est revenue non pas comme une aube douce, mais comme une invasion violente de domicile. Ce n'était pas la lumière du soleil ou le son de mon réveil. C'était une voix. Une voix qui n'appartenait pas. Tu as 5 secondes pour me dire qui tu es et ce que tu fais dans ma maison. La voix était basse, un baryton rocailleux qui vibrait de menace. Mes yeux se sont ouverts brusquement. La pièce était baignée dans la lumière grise et brumeuse du petit matin. Debout au pied de mon lit, silhouetté contre la fenêtre, se trouvait un homme. Il était grand, bâti comme un ancien joueur de ligne, avec de larges épaules et une posture puissante. Il avait peut-être la cinquantaine, ses cheveux courts d'un gris poivre et sel, son visage un masque d'intention sinistre. Ma formation, ma vie professionnelle, tout mon être est orienté vers la désescalade. Mais dans cette fraction de seconde entre le sommeil et la terreur, l'instinct a pris le dessus.
C'était ma maison, mon sanctuaire. Ma femme était dans ce lit. Qui diable êtes-vous? J'ai répliqué, ma propre voix étant un croassement rauque. J'ai rejeté les couvertures et balancé mes jambes hors du lit, plantant fermement mes pieds sur le sol. Je n'étais pas un petit gars, mais cet homme avait une densité et une qualité inamovibles. Mon cœur martelait contre mes côtes comme un oiseau en cage. J'ai jeté un coup d'œil à la masse du côté d'Alra du lit. Elle n'avait pas bougé. Ne le laisse pas l'atteindre. Je suis le gars qui possède cette maison, a-t-il grondé, faisant un pas délibéré plus près. Et tu es le gars qui y fait intrusion. Alors, je vais demander encore. Qui es-tu? L'absurdité pure de la situation m'a fait tourner la tête. Votre maison. J'habite ici. Ma femme et moi, nous avons loué cet endroit il y a 6 mois. Je me suis levé, essayant d'égaler sa posture, essayant de projeter une autorité que je ne ressentais pas. Mon corps criait un courant haute tension d'adrénaline. C'était une invasion de domicile, ou une rupture psychotique. Mon cerveau professionnel essayait de catégoriser, d'analyser, tandis que la partie primitive essayait juste de survivre. Ta femme, dit-il, une lueur de quelque chose d'indéchiffrable dans ses yeux froids et évaluateurs. Il n'y a personne d'autre dans ce lit. C'est alors que j'ai regardé, vraiment regardé l'autre côté du lit. La masse que j'avais si soigneusement évité de déranger n'était pas une personne. C'était juste un tas stratégique d'oreillers et de couvertures, artistiquement arrangé pour ressembler à une forme endormie depuis l'embrasure de la porte. Le sol semblait disparaître sous moi. Alra, j'ai chuchoté, tendant une main et touchant l'espace vide. Les draps étaient froids. Elle n'était pas là. Elle n'avait pas été là. Je ne connais aucune Alra, dit l'homme, sa voix plate. Cette maison m'appartient. Gideon Thorne. J'ai été en contrat de sécurité à Dubaï pendant la dernière année. Je suis rentré ce matin pour trouver les serrures changées et toi dormant dans mon lit. Tu peux imaginer ma surprise. Mon esprit était une tempête de neige de confusion et de déni. Non, c'est impossible. Je me suis précipité vers la commode, mes mains tâtonnant alors que j'arrachais le tiroir du haut. Sous une pile de mes propres chaussettes et t-shirts se trouvait le dossier Manila, le dossier avec notre accord. Je l'ai sorti, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine le tenir. Regarde, vois. Contrat de location. Nous l'avons signé avec l'agence. Payé premier, dernier et caution. Je lui ai poussé les papiers. Il les a pris sans broncher. Il n'avait même pas besoin de les lire attentivement. Ses yeux, les yeux d'un homme qui traitait avec des faits et non des sentiments, ont parcouru la première page. Il a laissé échapper un ricanement court et sans humour. Fiston, je ne sais pas avec qui tu as traité, dit-il, tapotant un doigt sur l'entête en haut. Mais cette agence n'existe pas. Le sceau notarié est faux. Le gaufrage est trop peu profond. Et cette signature. Il a pointé vers la ligne du bas. Ce n'est pas ma signature. Chaque mot était un coup de marteau, ébréchant les fondations de ma réalité. Il faut que ce soit, j'ai insisté, ma voix se fissurant. Nous les avons payés. Nous avons tout payé. Gideon a juste secoué la tête lentement, un regard de quelque chose s'apparentant à la pitié remplaçant la colère dure dans ses yeux. Peu importe à qui tu as donné ton argent, ce n'était pas moi. Et ce n'est pas ta maison. Le monde a basculé, les lignes nettes de la chambre se brouillant sur les bords. Ce n'est pas ta maison. Les mots ont résonné dans le silence soudain et résonnant. Ma première pensée n'était pas de l'argent, ou du bail, ou même de l'étranger debout devant moi. C'était un pic aigu et perçant de panique pour Alara. Avait-elle été kidnappée? Cet homme faisait-il partie de quelque chose? L'avait-il prise? Où était, j'ai exigé, ma voix brute d'un nouveau type de peur. Où est ma femme? Le visage de Gideon était indéchiffrable. Je te dis, fiston, il n'y avait personne ici sauf toi. Je ne le croyais pas. Je ne pouvais pas. Je l'ai bousculé, mon cœur battant un rythme frénétique contre mes côtes. Alara, j'ai crié, ma voix résonnant dans la maison trop silencieuse. Alara, es-tu ici? J'ai fait irruption dans la petite maison, allumant les lumières au passage. Le salon, la cuisine, la chambre d'amis que nous utilisions comme bureau. Vide. Tout était net, ordonné, et complètement, terriblement vide. Ma formation professionnelle était un chuchotement distant et inutile. C'était de la peur primale pure. Je suis retourné en trébuchant dans la chambre principale. Mes yeux scrutant chaque surface, cherchant un signe, un indice, une note, n'importe quoi. Et c'est alors que j'ai commencé à remarquer les autres vides. Les petites choses qui manquaient. J'ai ouvert le placard de plein pied. Mon côté était intact. Mes uniformes, mes vêtements de service, mes bottes usées. Mais son côté, il était organisé. Ses sacs à main de créateurs coûteux, ceux pour lesquels elle avait économisé, avaient disparu. La demi-douzaine de paires de talons qu'elle chérissait avaient disparu. Mais ses baskets de tous les jours et les robes simples que je lui avais achetées étaient encore suspendues là. C'était une performance. Un décor conçu pour sembler habité pour un observateur occasionnel. Mais une coquille saccagée pour quelqu'un qui savait. Mon souffle s'est arrêté. Je suis allé à la salle de bain. Son étui de voyage, celui qui était toujours à moitié préparé pour une escapade de week-end, avait disparu. Mais sa brosse à dents était encore dans le porte-brosse à côté de la mienne.
Plus de décoration de scène. Une illusion cruelle et calculée. Qu'est-ce que tu cherches? La voix de Gideon venait de l'embrasure de la porte. Il me regardait, les bras croisés, son expression méfiante. Ces affaires, j'ai étouffé. Certaines ont disparu. Une horreur naissante commençait à fleurir dans ma poitrine. Une fleur froide et noire d'une possibilité si monstrueuse que je ne pouvais même pas lui donner un nom. Mes mains, bougeant toutes seules, sont allées au petit coffre-fort que nous gardions boulonné au sol au fond du placard. J'ai tâtonné avec la combinaison. Notre anniversaire. La lourde porte d'acier s'est ouverte. Mon passeport était là. Le titre de mon camion était là. Le petit paquet d'argent d'urgence que nous gardions, 2000 $, avait disparu. Et son passeport, qui aurait dû être juste à côté du mien, avait aussi disparu. La fleur noire dans ma poitrine a fleuri en une supernova à part entière de terreur. J'ai senti mes genoux s'affaiblir. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte pour le soutien, mon regard tombant sur mon téléphone, que j'avais laissé en charge sur une table de nuit. Mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine le déverrouiller. J'ai ignoré les appels manqués de mon frère. J'ai ignoré les notifications. Mon pouce a piqué l'application bancaire, le logo familier semblant maintenant sinistre, alien. L'application s'est ouverte. Il fallait toujours une seconde pour charger le solde. Une seconde où le numéro de la veille s'attardait sur l'écran. Pendant un battement de cœur, je l'ai vu. 351 248,17 $. La somme totale de mon héritage de ma mère, et chaque dollar de réserve que j'avais réussi à économiser au cours de 15 années de travail. Notre avenir. Un acompte sur une maison que nous posséderions réellement. Le fonds universitaire de nos enfants. Puis l'écran s'est rafraîchi. Le numéro a disparu, remplacé par un nouveau. 24,17 $. Je ne comprenais pas. Il fallait que ce soit un bug. Une erreur. Mes doigts, maladroits et glissants de sueur, ont navigué vers l'historique des transactions. Mes yeux ont parcouru la liste des petits débits. Épicerie, essence, un service d'abonnement. Et puis je l'ai vu. Daté d'il y a 2 jours. Le jour où j'ai commencé mon service de 24 heures. Virement électronique. Compte international 7493 B, île Caïman. Le montant. 351 224 $. Et à côté, un mémo de transaction. Un champ optionnel qu'elle avait choisi de remplir. Une dernière torsion vicieuse du couteau. Il contenait 4 mots. Pour service rendu. Le téléphone a glissé de mes doigts engourdis, claquant sur le plancher de bois dur. Le son était distant, sans importance. La seule chose que je pouvais entendre était le rush du sang dans mes oreilles, et le bourdonnement silencieux et régulier du climatiseur. Je suis tombé à genoux, la texture rugueuse du tapis pressant dans ma peau. Ce n'était pas un enlèvement. Ce n'était pas une invasion de domicile. C'était une évacuation. Elle avait évacué notre vie. Et j'étais la seule chose qu'elle avait choisi de laisser derrière. Le monde est devenu silencieux et gris. Je ne sais pas combien de temps je suis resté agenouillé là sur le sol de la chambre, fixant le grain du bois, les lapins de poussière, la géographie sans signification d'une vie qui venait d'être déclarée fiction. Le temps avait perdu sa forme. Il n'y avait qu'un vide vaste et résonnant où mon avenir avait l'habitude d'être. C'était la voix de Gideon qui m'a ramené, non pas avec la douceur mais avec une pression ferme et ancrée. Lève-toi, fiston. J'ai levé les yeux vers lui. La suspicion avait disparu de son visage, remplacée par une empathie sinistre et durement gagnée. Il avait vu cela avant. Peut-être pas ce scénario exact, mais il connaissait le regard d'un homme dont le monde avait été tiré dessous lui comme un tapis bon marché. Elle a tout pris, j'ai chuchoté, les mots se sentant comme des éclats de verre dans ma gorge. Tout est parti. Je m'en doutais, dit-il, sa voix plate. Il s'est approché et a ramassé mon téléphone, ses yeux scrutant l'écran bancaire. Il a laissé échapper un sifflement bas. Ce n'était pas un travail d'amateur. C'était professionnel. Il m'a rendu le téléphone. La police est le prochain appel, mais avant de faire cela, nous devons réfléchir. Nous devons être intelligents. Une femme si méticuleuse, elle pourrait avoir fait une erreur. Les gens comme elle, ils deviennent arrogants. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Alors nous cherchons. Nous ne cherchons pas ce qu'elle a pris. Nous cherchons ce qu'elle a oublié. Sa logique a coupé à travers le brouillard de mon choc. Il avait raison. Paniquer était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. C'était une scène de crime, et ma vie était la victime. Nous devions l'aborder comme telle. Gideon avait l'esprit systématique d'un soldat. Ou cacherais-tu quelque chose que tu ne voulais pas qu'un visiteur occasionnel trouve, mais que tu avais besoin d'accéder toi-même, a-t-il médité, scrutant la pièce. Pas le placard, pas sous le lit. Trop évident. Pense aux endroits où tu ne vas jamais. Mon esprit a lentement, douloureusement commencé à redémarrer. J'ai pensé à la maison de Gideon, celle que j'avais appelée maison. Le garage était plein de mes affaires, outils, matériel de camping. La cuisine était le domaine d'Alra. Mais le grenier? J'y étais monté une fois, le jour où nous avions emménagé, juste pour confirmer qu'il était vide. Il faisait chaud, poussiéreux, et inutile. Je n'y étais pas retourné depuis.
Le grenier, j'ai dit. Gideon a hoché la tête. Allons-y. L'échelle rétractable était dans le plafond du couloir. J'ai tiré le cordon et les marches en bois fragile se sont dépliées avec un gémissement. Une vague d'air chaud et stagnant s'est déversée sur nous. Avec Gideon juste derrière moi, j'ai grimpé dans l'obscurité, la lampe de poche de mon téléphone coupant un faisceau nerveux à travers les épaisses particules de poussière. Le grenier était exactement comme je m'en souvenais. Un paysage de poutres exposées, d'isolation rose et d'espace vide. Cela semblait être une impasse. J'ai senti une nouvelle vague de désespoir me submerger. Ne regarde pas seulement le sol, commanda la voix de Gideon derrière moi. Regarde les murs. Cherche tout ce qui semble déplacé. Un nouveau clou. Une marque d'éraflement. Un panneau lâche. Nous nous sommes déplacés lentement, méthodiquement, nos faisceaux de lampes de poche s'entrecroisant dans la pénombre. Et puis je l'ai vu. Dans le coin éloigné, derrière une poutre de soutien épaisse, était une petite section de cloison sèche qui ne correspondait pas tout à fait au reste. La texture était légèrement différente, les couleurs ombrées. Et près du bas, presque caché par la poutre, était une minuscule marque d'éraflement presque invisible comme si quelque chose avait été répétitivement tiré et repoussé. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je me suis agenouillé, mes doigts sont dans le bord du panneau. Il était lâche. J'ai coincé mes bouts de doigts en dessous et tiré. Il est sorti avec un son doux et grattant, révélant une cavité rectangulaire sombre dans le mur. Et à l'intérieur, nichée dans l'isolation, était une boîte de sécurité noire et élégante, ignifuge. Elle n'était pas verrouillée. Arrogance, exactement comme Gideon l'avait prédit. Je l'ai soulevée. Elle était lourde, solide. Mes mains tremblaient encore alors que je la portais vers une zone de sol dégagée et déverrouillais les deux fermoirs. Le contenu m'a volé l'air des poumons. Ce n'était pas juste une cachette secrète. C'était une vie entière. Ou plutôt, plusieurs vies. Il y avait 4 passeports différents, chacun avec le visage souriant d'Alra au-dessus d'un nom différent. Serafina Dubois du Québec. Chloé Janssen de Belgique. Isla Moreno d'Espagne. Il y avait des permis de conduire assortis et une liasse de certificats de naissance, tous des faux de haute qualité. Mais ce n'était que le début. Sous les documents se trouvait un registre relié en cuir. Je l'ai ouvert. C'était un compte manuscrit, méticuleusement détaillé de ses arnaques, datant de 7 ans. Chaque entrée avait un nom, le nom d'un homme, une ville, un montant, et un résumé court et brutal de leur faiblesse psychologique. Marque numéro 7. Robert Monsieur Seattle. Veuf en deuil. A besoin d'une soignante. Vulnérabilité. Solitude. Rendement 190 000 $. Mon entrée était la dernière. Marque numéro 11. Corbin H. Austin. Traumatisme passé. Père. Désir ardent de stabilité et d'un sauveur. Vulnérabilité. Idéalisme. Rendement potentiel. 350 000 $ plus. J'avais l'impression que j'allais être malade. Je n'étais pas son mari. J'étais la marque numéro 11. Sous le registre se trouvait la pièce finale et dévastatrice. Un dossier complet sur sa prochaine cible. Un homme à Denver. Un architecte qui avait récemment traversé un divorce public désagréable. Il incluait sa photo, son adresse, son horaire de travail, et une impression des finances de son entreprise. Le plan était déjà en mouvement. J'ai levé les yeux vers Gideon, le faisceau de la lampe de poche illuminant l'ensemble sinistre de sa mâchoire. Il lisait une page du registre par-dessus mon épaule. Mon Dieu, j'ai chuchoté. C'est un monstre. Gideon a secoué la tête, ses yeux durs comme du silex. Ce n'est pas un monstre, dit-il, sa voix basse et dangereuse. C'est un prédateur. Et nous venons de trouver son manuel. Puis mon téléphone a vibré dans ma poche. Un son dur et intrusif dans le grenier silencieux. Je l'ai sorti. L'écran affichait « Garrett ». Appel entrant. Mon frère. Celui que j'avais ignoré. Celui que j'avais exclu parce qu'il osait questionner ma vie parfaite et paisible. J'ai ressenti une vague de honte si profonde qu'elle a presque fait fléchir mes genoux. Je devais passer l'appel. Je devais lui dire qu'il avait raison. J'ai appuyé sur le bouton de réponse, mon pouce laissant une tache de sueur sur l'écran. Corbin, qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle depuis des heures. La voix de Garrett était un staccato aigu d'anxiété et d'irritation, un son que je connaissais bien. Il était mon frère aîné de 4 ans, un analyste financier réussi à Houston, et une incarnation vivante de tout ce que je n'étais pas, pragmatique, sceptique et méticuleux à l'excès. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais seulement un son sec et croissant est sorti. Nous étions encore dans l'obscurité chaude et suffocante du grenier. Le contenu accablant de la boîte de sécurité étalée sur les planchers entre moi et Gideon. L'odeur de poussière et de vieux moisis remplissait mes poumons. Corbe, es-tu là? Dis quelque chose. Elle est partie, Garrett. J'ai finalement réussi à chuchoter. L'admission a semblé comme un déchirement physique à l'intérieur de moi. Alra est partie. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne, un silence lourd d'histoires non dites. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans son cerveau analytique. Parti où? En voyage? Avez-vous eu une dispute?
Non, j'ai dit, ma voix gagnant un bord brut et déchiqueté. Elle est partie, et l'argent aussi. Tout? Un autre silence, plus long cette fois. Quand il a finalement parlé, sa voix était dépouillée de toute irritation, remplacée par une terreur froide et lourde. Combien? Tout? J'ai répété d'un ton engourdi. L'héritage. Tout? 350 000 $. Je l'ai entendu expirer un son aigu et frustré. Jésus-Christ, Corbin. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il n'en avait pas besoin. Les mots planaient dans l'air entre nous. Le fantôme d'une conversation que nous avions eue il y a 1 an et demi, peu après que j'ai annoncé mes fiançailles. Il avait rencontré Alra une fois, l'avait emmenée à un dîner officiel. Le lendemain, il m'avait appelé. Elle est parfaite, avait-il dit. Trop parfaite. Ça semble poli comme un argumentaire de vente. Sois juste prudent, petit frère. J'avais été furieux, l'avais accusé d'être cynique, d'être incapable d'accepter mon bonheur. Nous n'avions pas vraiment parlé de quoi que ce soit de significatif depuis. Je prends le prochain vol, dit Garrett, sa voix maintenant toute business. Je peux être à Austin dans 4 heures. Ne touche à rien. Ne parle à personne d'autre. Et pour l'amour de Dieu, ne fais rien de stupide. Tu en as déjà assez fait. La ligne est devenue muette. Les derniers mots, bien que durs, étaient un étrange réconfort. Il était en colère, mais il venait. Le monde finissait, mais mon grand frère venait. Gideon m'a fait un signe de compréhension. Famille. Bien. Tu en auras besoin. Il a fait un geste vers l'échelle. Maintenant, sortons de cet enfer et appelons la police. Il est temps de rendre cela officiel. Le poste du département de police d'Austin ressemblait à une planète différente. L'air était frais et stérile. Les téléphones sonnaient avec une urgence détachée, et tout le monde bougeait avec un but que je ne possédais plus. J'avais l'impression d'être un fantôme, un imposteur. Je me suis assis à côté de Gideon dans la zone d'attente, la boîte de sécurité ignifuge posée sur mes genoux comme un conteneur de matériel radioactif. Nous avons été menés vers un petit bureau encombré appartenant à un détective Harding. C'était un homme de la fin de la quarantaine, avec des yeux fatigués, un costume froissé, et un comportement qui suggérait qu'il avait vu toutes les variations possibles de l'horreur humaine et n'était plus capable d'être surpris. Il a écouté, son visage impassible, alors que je racontais l'histoire. J'ai tout étalé. La rencontre. La romance tourbillonnante. La vie parfaite. Le réveil brutal. Le compte bancaire vide. J'ai essayé de paraître détaché, clinique, comme si je décrivais une étude de cas, un de mes propres clients. C'était un mécanisme de défense, une façon d'éviter de me briser en 1 million de morceaux là dans son bureau. Quand j'ai terminé, j'ai placé la boîte de sécurité sur son bureau et l'ai ouverte. Pour la première fois, une lueur de quelque chose, pas de la surprise, mais de l'intérêt professionnel, s'est montrée dans les yeux de Harding. Il a pris un des faux passeports, passant son pouce sur le plastifié. Il a feuilleté le registre, son expression s'assombrissant. Ça, dit-il, regardant du registre vers moi. Ça, c'est un tout autre niveau. Ce n'est pas une simple arnaque romantique. C'est organisé. Méticuleux. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je dois être honnête avec vous, monsieur Hay. Dans des cas comme celui-ci, l'argent est presque toujours parti pour de bon. Intraçable au moment où la victime sait même qu'elle est une victime. Mais ça, il a tapé le registre. Ça nous donne autre chose. Ça nous donne un modèle. Une histoire. Ça ne récupérera peut-être pas votre argent, mais ça pourrait juste l'enfermer pour très longtemps. Le processus était épuisant. Donner une déclaration formelle. Signer des papiers. Répondre à des questions qui me faisaient me sentir alternativement comme une victime et un imbécile. La partie la plus humiliante était de devoir expliquer ma profession. Donc vous êtes un conseiller de crise, demanda Harding, se penchant en arrière dans sa chaise. Vous traitez ce genre de choses? Manipulation? Tromperie? Je le fais, j'ai dit, les mots ayant le goût de cendre. Et vous ne l'avez pas vu? Ce n'était pas une accusation, juste une question. Mais cela a percé une partie de moi qui saignait déjà. Non, j'ai dit tranquillement. Quand vous êtes chirurgien, vous ne rentrez pas à la maison pour opérer votre propre famille. Vous voulez juste vivre. Je voulais que ma maison soit un sanctuaire. Un endroit où je n'avais pas à analyser quoi que ce soit. Alors que nous quittions finalement le poste des heures plus tard, mon téléphone, que Harding avait enregistré comme preuve et rendu, a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Mon sang s'est glacé. Je l'ai ouvert. Ce n'était pas des mots. C'était une photo. Un cliché candide pris de loin de moi et mon collègue, Mitch, debout devant l'entrée de l'hôpital plus tôt ce jour-là, riant d'une blague stupide pendant une pause. C'était un moment parfaitement normal et innocent. Mais il avait été pris aujourd'hui. Après qu'elle soit déjà partie. Après que je sache. Et sous la photo se trouvait une seule ligne de texte. Je te vois raconter des histoires. Pas une bonne idée. Le message était sans ambiguïté. Ce n'était pas juste une rupture nette. Ce n'était pas juste à propos de l'argent. Elle surveillait encore. Et elle me menaçait. Mon cauchemar professionnel venait de devenir personnel.
Gareth est arrivé comme un front de tempête. Je l'ai rencontré au bord du trottoir de l'aéroport, et il ne m'a pas serré dans ses bras ni offert une main sur l'épaule. Il a juste jeté un coup d'œil à mon visage, l'épuisement, les yeux creusés, et sa propre expression s'est durcie avec une énergie furieuse et protectrice. Il a jeté sa mallette à l'arrière de mon camion, claqué la porte, et dit « Emmène-moi à la maison. Je veux tout voir ». La présence de Gideon, qui avait insisté pour rester jusqu'à ce que mon frère arrive, semblait à la fois surprendre et rassurer Gareth. Voici un autre homme, un homme capable et sans détour, qui était aussi une victime. Cela rendait l'histoire réelle, tangible. Gareth lui a serré la main fermement, une reconnaissance tacite passant entre eux. Deux hommes dans les décombres de la tempête d'une femme. Pendant que Gideon et moi étions au poste de police, Gareth avait travaillé. Sur le vol, il avait déjà utilisé ses références pour tirer des vérifications de crédit et d'antécédents préliminaires sur chaque nom auquel il pouvait penser. Moi, et Lara, la fausse agence sur le bail. Maintenant, assis à la table de salle à manger qui n'était plus la mienne, il a ouvert son portable, et la pièce s'est transformée en salle de guerre. D'accord, Corbin, parle-moi, a-t-il commandé, ses doigts volants sur le clavier. Chaque promesse qu'elle a faite. Chaque histoire qu'elle a racontée sur son passé. Chaque investissement qu'elle prétendait faire. Ne pas hésiter, ne pas filtrer pour ce que tu penses être important. Je veux tout. C'était agonisant. Je devais disséquer verbalement les 2 dernières années de ma vie, épluchant les couches de notre histoire partagée, et exposant la pourriture en dessous. Je lui ai parlé du fonds fiduciaire fictif qu'elle avait mentionné, des investissements offshore qui rapportaient supposément des rendements incroyables, l'histoire de ses parents mourant dans un accident de voiture quand elle était jeune. Chaque souvenir que j'offrais, Gareth l'entrait dans un réseau complexe de champs de recherche et de bases de données. Gideon regardait depuis un fauteuil, sirotant un verre d'eau, sa présence un ballast silencieux et stable. Il intervenait occasionnellement avec une question pointue. A-t-elle jamais utilisé un service de courrier spécifique? A-t-elle une boîte postale? Quel était le nom de la banque qu'elle disait utiliser en Suisse? La dynamique des frères était fascinante à observer. Gareth était tout en arrêt de vive et fureur clinique, traitant le problème comme une prise de contrôle hostile d'une entreprise. Corbin était l'opposé, brut et émotionnel, mais se forçant à draguer les détails. La tension entre eux était palpable. La frustration de Gareth face à l'aveuglement de son frère, la honte de Corbin de devoir être secouru. Je l'ai. Gareth a finalement murmuré, se penchant plus près de son écran. Il avait recoupé les noms des documents falsifiés avec les registres de propriété et les licences commerciales. Cette société écran qu'elle a utilisée pour canaliser l'argent. Elle a un agent enregistré. Un local. Et cet agent est lié à une seule entité licenciée. Il a tourné le portable. Silas Croft Real Estate. Ça vous dit quelque chose? Mon sang s'est glacé. Silas Croft. C'était un agent immobilier lisse et trop bronzé qui avait assisté à une collecte de fonds caritative avec Alra quelques mois auparavant. Elle l'avait présenté comme un contact précieux. Il avait serré ma main, sa poigne un peu trop ferme, son sourire un peu trop large. Il avait complimenté mon travail de conseiller, l'appelant noble. J'avais envie de vomir. Je l'ai rencontré, j'ai dit, ma voix tendue. C'est le maillon faible, dit Gareth, regardant déjà l'adresse de son bureau. Les gens comme Alra, ils ont besoin de facilitateurs. Blanchisseurs d'argent, faussaires de documents, gens sur le terrain. Ce type est sale. C'est notre point de pression. Il m'a regardé, ses yeux flamboyants. Nous allons rendre visite à Monsieur Croft. Gideon s'est levé. La police devrait s'en occuper. La police va déposer un rapport et il va rester dans une file d'attente pendant 6 semaines. Gareth a riposté. Elle planifie activement son prochain mouvement à Denver. Nous n'avons pas 6 semaines. Nous devons secouer sa cage maintenant. Nous devons lui faire sentir que son monde est sur le point de finir. Pour qu'il la dénonce pour sauver sa propre peau. Il m'a regardé. Es-tu avec moi? Une partie de moi, le professionnel, le conseiller, criait non. C'était imprudent. C'était comme ça que les choses escaladaient. Mais une autre partie de moi, une partie plus profonde et plus blessée, ressentait une poussée de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que cela avait commencé. Rage. Un désir non seulement d'être une victime, mais de faire quelque chose. De reprendre un lambeau de contrôle. Je suis avec toi. J'ai dit, ma voix plus dure que je ne l'attendais. Le bureau de Silas Croft était dans un bâtiment branché en verre et acier du centre-ville. Il était conçu pour projeter richesse et succès. Quand nous sommes entrés, la réceptionniste a levé les yeux, et Silas lui-même est sorti d'une pièce arrière. Un téléphone pressé à son oreille. Il m'a vu, et pendant une fraction de seconde, son sourire pratiqué a failli. Une lueur de pure panique a flashé dans ses yeux avant qu'il ne la masque. Corbin, quelle surprise, dit-il, terminant son appel. À quoi dois-je le plaisir? Gareth ne m'a pas donné la chance de répondre. Il s'est avancé, plaçant ses 2 mains à plat sur le bureau en acajou coûteux de Silas. Nous pouvons faire cela de la manière facile ou de la manière difficile. Silas, la manière facile c'est que tu nous dises tout ce que tu sais sur Al-Rai, ou peu importe comment elle s'appelle cette semaine.
La manière difficile implique que j'appelle mon contact à la division des crimes financiers et que je leur fasse geler chaque actif que tu as jamais touché pendant qu'ils mènent une enquête très publique sur tes pratiques commerciales. Silas a ri, un son aigu et nerveux. Je pense que vous vous trompez de personne. Je connais à peine cette femme. Je me suis approché à côté de mon frère. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé. J'ai laissé voir la ruine dans mes yeux. J'ai laissé voir le visage de l'homme dont la vie qu'il avait aidé à détruire pour une part des profits. Sa composition s'est effondrée. Il a commencé à transpirer, son regard ardent entre moi et Gareth. Écoute, je n'étais qu'un facilitateur. Je trouve des propriétés vides, je gère de la paperasserie. Elle m'a payé une commission. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était comme ça. Où est-elle? Pressa Gareth, sa voix comme de la glace. Je ne sais pas. Silas insistait, levant les mains. Dallas. Elle a dit qu'elle allait à Dallas pendant quelques jours pour repérer un nouveau projet. C'est tout ce que je sais, je le jure. Il mentait, mais il nous avait donné la première pièce d'information réelle et exploitable. Dallas. Elle était proche. Le fantôme avait un emplacement. Nous nous sommes retournés et avons quitté, laissant Silas Croft debout au milieu de son bureau en verre, son monde commençant à se briser autour de lui. Pour la première fois depuis ce matin horrible, j'ai ressenti une petite étincelle dangereuse de quelque chose qui n'était pas du désespoir. C'était le frisson de la chasse. Le trajet de retour du bureau de Silas était épais d'un silence tendu et concentré. La confrontation avait changé la dynamique. Nous n'étions plus seulement des victimes. Nous étions à l'offensive. Gareth était déjà au téléphone avec le détective Harding, relayant l'information sur Dallas et la quasi-confession de Silas. Il a peur, dit Gareth à Harding, sa voix basse et urgente. Il est le maillon faible, je te le dis. Presse-le, et il la dénoncera entièrement. Harding, à son crédit, comprenait l'urgence. Il a promis d'amener Silas pour une conversation formelle et beaucoup plus intimidante immédiatement. Pour la première fois, j'avais l'impression que les rouages de la justice commençaient à tourner, pas seulement à moudre. Nous avons passé le reste de la journée dans un état d'animation suspendu. Gideon, m'ayant vu en sécurité dans les soins de mon frère, est finalement parti pour son propre hôtel, mais pas avant de me donner son numéro personnel et une poignée de main ferme. Tu m'appelles dès que tu as une mise à jour, avait-il dit. Je suis dans le coup jusqu'à la fin. Sa solidarité était un roc. La maison de Gideon, se sentait différente maintenant. Ce n'était plus une scène de crime de ma propre vie, mais un quartier général temporaire. Gareth travaillait sans relâche sur son portable, construisant un organigramme des associés connus d'Alra et des pistes financières. Je faisais les 100 pas. Je buvais du café qui avait le goût d'acide. Je rejouais chaque moment des 2 dernières années dans ma tête, les voyant à travers la nouvelle lentille brutale de la vérité. Chaque geste tendre, chaque chuchotement d'amour était maintenant teinté, repositionné comme un mouvement calculé dans une longue arnaque. C'était une forme d'autoflagellation psychologique, mais je ne pouvais pas m'arrêter. L'appel de Harding est venu juste après 21h. Votre frère avait raison, dit-il, sa voix coupée. Monsieur Croft s'est plié comme un costume bon marché. Il nous a tout donné. Mon cœur martelait contre mes côtes. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur, pour que Gareth puisse entendre. Elle est à Dallas. D'accord. Harding a continué. À l'hôtel Omni du centre-ville. Selon Silas, elle est là pour rencontrer sa prochaine marque. Silas était supposé lui fournir des informations sur lui, agir comme une référence professionnelle. Elle pense qu'il est encore dans son équipe. Un plan a commencé à se former, froid et aigu. Harding était déjà en avance sur nous. Nous avons été en contact avec la police de Dallas. Nous avons une chance de faire cela proprement. Silas a accepté de coopérer pleinement. Il va passer un appel. Organiser une rencontre avec elle ce soir, dans le bar de l'hôtel. Supposément pour livrer des documents sur une nouvelle cible. Elle va descendre et le rencontrer. Et nous serons en attente. Je veux être là. J'ai dit, les mots quittant ma bouche avant même que je les ai consciemment formés. Corbin, non. Gareth a commencé, mais je l'ai coupé. Harding, je dois être là, j'ai insisté, ma voix tremblant d'une intensité étrange. Je ne veux pas interférer. Je dois juste, j'ai besoin de le voir. J'ai besoin de la voir. En action. Ou je passerai le reste de ma vie à me demander. Il y a eu une longue pause de l'autre côté. Je pouvais l'entendre peser les risques. Une victime dans une opération d'infiltration était une complication que personne ne voulait. Mais peut-être qu'il a entendu le désespoir dans ma voix. Le conseiller en moi reconnaissant le besoin de fermeture cognitive. Peu importe à quel point c'était douloureux. Bien, dit-il à contre-cœur. La police de Dallas a une camionnette de surveillance. Tu peux y être. Tu ne quitteras pas la camionnette. Tu ne feras pas de bruit. Tu es un fantôme. Tu observes. Et c'est tout. Suis-je clair? Crystal, j'ai dit. Le trajet de 2 heures vers Dallas était un flou. Gareth conduisait, ses mains serrées sur le volant, tandis que je regardais par la fenêtre l'autoroute sans fin du Texas, mon esprit un maelstrom. C'était ça. La fin de la ligne.
La camionnette de surveillance était garée de l'autre côté de la rue de l'Omni, ses fenêtres teintées offrant une vue parfaite et dégagée du bar chic au mur de verre du hall de l'hôtel. À l'intérieur, c'était exigu et ça sentait l'électronique rassis. Un détective de Dallas nommé Reyes, tout professionnalisme, nous a briefé dans des tons étouffés. 2 officiers en civil étaient déjà à l'intérieur, posant comme un couple. Silas était équipé pour le son. Elle bouge, murmura Reyes, ses yeux fixés sur un petit moniteur montrant le flux de sécurité interne de l'hôtel. Descendant l'ascenseur maintenant. Mon souffle s'est arrêté dans ma gorge. Mon cœur avait l'impression qu'il allait battre pour sortir de ma poitrine. Et puis, je l'ai vue. Elle est entrée dans le bar, et pendant une seconde, j'ai oublié de respirer. Elle portait une robe verte émeraude époustouflante. Ses cheveux sombres relevés, un sourire chaud et confiant sur son visage. Elle avait l'air radieuse. Libérée. Heureuse. La vue d'elle, si belle et si complètement monstrueuse, était un coup physique. Elle a scanné la pièce, repéré Silas à une petite table, et a marché vers lui. Je regardais sur un moniteur, le flux audio crépitant dans mon oreille. Je l'ai vu glisser dans la cabine, ses mouvements fluides et gracieux. Et puis, sa prochaine cible est entrée. L'architecte de Denver. Il était beau, bien habillé, avec un regard légèrement perdu dans ses yeux. Le regard d'un homme qui pensait une blessure fraîche. Le regard que j'avais probablement il y a 2 ans. Il s'est approché de leur table. J'ai regardé Alra se tourner vers lui, son sourire devenant plus doux, plus invitant. Je l'ai vu tendre une main. J'ai entendu sa voix à travers l'oreillette. La même voix chaude et enchanteresse qui m'avait dit qu'elle m'aimait 1000 fois. Tu dois être David, dit-elle, sa voix une symphonie parfaite de charme et d'empathie. C'est si merveilleux de te rencontrer enfin. Silas m'a tant parlé de toi. J'ai regardé l'homme, David, se détendre visiblement sous la chaleur de son regard. Je l'ai regardé sourire en retour. Je regardais un enregistrement de mon propre passé. Une histoire de fantôme où j'étais à la fois le narrateur et la victime. J'ai vu tout le manuel de 2 ans, l'admiration, la vulnérabilité feinte, la création d'un rêve partagé, sur le point de se dérouler encore une fois. Et en ce moment, dans l'obscurité rassie et exiguë de cette camionnette, tout le chagrin, tout l'amour que je pensais avoir pour elle, est finalement, béatement mort. Tout ce qui restait était un espace froid et creux dans la certitude sinistre et silencieuse de la vérité. Pendant 5 minutes atroces, nous avons regardé la scène se dérouler. C'était un cours magistral de manipulation, et j'avais été son élève vedette. J'ai regardé Alra se pencher, son langage corporel un mélange parfait d'intérêt et de déférence. Je l'ai entendu demander à David à propos de son travail. Sa voix lestait d'une admiration feinte que je connaissais trop bien. C'est fascinant. Ça doit être si gratifiant de créer quelque chose de si permanent, si réel. La même ligne qu'elle avait utilisée sur moi, réutilisée pour un nouveau public. David, l'architecte, l'avalait. Il était un homme à la dérive après un divorce. Et Alra était un phare, une balise chaude et stable promettant un port sûr. Il n'avait aucune idée qu'il naviguait directement vers les rochers. Silas était assis là, une masse nerveuse et en sueur, hochant occasionnellement la tête ou offrant une information. Son rôle comme l'introducteur de confiance jouait à la perfection. « Ok, ça suffit, » dit doucement le détective Reyes dans sa radio. Toutes les unités bougent. Maintenant. Le changement fut instantané. Le couple en civil à l'intérieur du bar s'est levé. 2 officiers en uniforme qui traînaient dehors à l'entrée de l'hôtel sont entrés vivement. Le monde dans le moniteur est passé d'un salon de cocktail silencieux à une scène de chaos contrôlé. J'ai vu la tête d'Alra se relever brusquement, ses instincts de prédateur sentant le changement dans l'environnement. Son sourire n'a pas juste disparu. Il a été arraché de son visage, remplacé par un masque de calcul froid et instantané. Ses yeux ont filé vers les sorties. Elle planifiait déjà son évasion. Mais il n'y avait nulle part où aller. Un officier s'est approché de leur table. « Madame, j'ai besoin que vous vous leviez et mettiez vos mains derrière votre dos. » Le masque de calcul s'est brisé, se fracturant en rage pure et férale. « Sur quel motif ?» dit-elle sèchement, sa voix n'étant plus chaude et invitante, mais tranchante et cassante comme du verre. « C'est du harcèlement. » David, l'architecte, regardait, son visage une toile de perplexité totale. Il regardait d'Alra à la police, puis de nouveau. Le rêve agréable qu'il avait vécu pendant les 5 dernières minutes se transformant en cauchemar public. « Alra est, ou quel que soit votre nom, » dit l'officier, sa voix plate et non impressionnée. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude interétatique, fraude électronique et vol d'identité. » Alors qu'il tirait ses mains derrière son dos pour la menotter, ses yeux ont balayé la pièce et puis, comme attirés par une force magnétique, ils ont regardé directement vers la rue, directement vers notre camionnette. Il était impossible pour elle de nous voir à travers le verre teinté, mais pendant une seconde terrifiante, je me suis senti épinglé par son regard. J'ai vu la reconnaissance de la trahison naître sur son visage alors qu'elle regardait Silas, qui était emmené séparément, et puis elle a regardé de nouveau vers la camionnette, son expression se durcissant en une haine pure et non adultérée. Elle savait. D'une façon ou d'une autre, elle savait que j'étais là-dedans, en train de regarder. La vue d'elle emmenée menottée n'a pas apporté la poussée de victoire que j'aurais pu attendre. C'était juste vide, la fin d'un chapitre triste et laid. Le fantôme était finalement mis en cage. De retour au quartier général de la police de Dallas,
l'adrénaline a commencé à s'estomper, laissant un épuisement profond et douloureux dans les os dans son sillage. Garrett est resté avec moi, une présence silencieuse et solide. Le détective Harding l'a arrangé, une brève rencontre supervisée avec Alara avant qu'il ne la transfère à une installation fédérale. « Es-tu sûr de vouloir faire cela » demanda Garrett, sa main sur mon épaule. « Tu ne lui dois rien, pas même un dernier mot. »« Je sais, » j'ai dit. « Ce n'est pas pour elle. C'est pour moi. » Ils nous ont mis dans une salle d'interrogatoire stérile et sans fenêtre. Elle était assise à une table en métal, ses mains menottées devant elle. La robe verte émeraude semblait absurdement déplacée. Son maquillage était légèrement barbouillé, et le masque était complètement parti. Son visage était pâle, tendu, et rempli d'un mépris venimeux. Je me suis assis en face d'elle. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés. J'ai cherché son visage pour une lueur de la femme que je pensais connaître. La femme qui s'était blottie à côté de moi après mes cauchemars. La femme qui avait tenu ma main aux funérailles de ma mère. Il n'y avait rien. Elle était une étrangère. Je n'ai pas demandé pour l'argent. Je n'ai pas demandé pour les mensonges. J'ai posé la seule question qui importait encore. Celle qui hantait les moments silencieux. Pourquoi moi? Elle a ri. C'était un son choquant dans la pièce silencieuse. Une chose sèche, amère, brisée. Pourquoi toi, répéta-t-elle. Se penchant en avant, la chaîne entre ses menottes tintant contre la table. Oh, Corbin. Ne sois pas si important. Il n'y avait pas de pourquoi toi. Tu étais juste le suivant. Suivant. Tu étais facile. Elle cracha. Sa voix basse et vicieuse. Vous, les bons hommes. Avec vos histoires tragiques et votre besoin désespéré de sauver les gens. Vous portez vos vulnérabilités comme un insigne d'honneur. Vous vous promenez avec ces blessures béantes de votre enfance. Et vous pensez être si noble pour cela. Mais tout ce que cela fait, c'est vous rendre prévisible. Cela fait de vous une cible. Elle m'a regardé. Ses yeux dépourvus de toute émotion sauf un mépris glacial et profond. Je t'ai vu à cet événement caritatif. Tenant la cour. Racontant une histoire sur ton travail. Tu rayonnais pratiquement d'un but autoriteusement vertueux. Et je savais. Je savais que tu étais celui. Tu ne cherchais pas une épouse. Tu cherchais une récompense. Pour un prix pour prouver que tu avais surmonté ton petit passé triste. Tu voulais une vie parfaite si désespérément que tu étais prêt à ignorer tout signe que ce n'était pas réel. Elle se pencha en arrière. Un sourire sinistre et final tordant ses lèvres. Alors ne me demande pas pourquoi toi. Comme si tu étais une victime spéciale. Tu étais un type. Tu étais un projet. Je ne t'ai pas trahi, Corbin. D'une certaine façon, je t'ai libéré de tes propres illusions pathétiques. Ces mots étaient destinés à être les coups finaux. L'acte ultime de destruction psychologique. Et il faisait mal. Il faisait plus mal que la perte de l'argent. Plus que l'humiliation. Mais alors que je me levais et sortais de cette pièce sans regarder en arrière. Je réalisais qu'elle m'avait donné la seule chose que je n'avais jamais attendue. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas du remords. C'était la vérité cruelle, sans phare, et absolue. Et à sa façon tordue, c'était la seule chose qui pourrait jamais vraiment me libérer. Les semaines qui ont suivi l'arrestation étaient un limbe étrange et désorientant. Le monde continuait de bouger. Le soleil continuait de se lever. Le trafic bloquait encore les autoroutes. Mes collègues au centre de crise continuaient de sauver des vies. Mais j'avais l'impression de me déplacer dans de l'eau épaisse, désynchronisée avec tout. Les procédures légales étaient un labyrinthe de paperasserie, de dépositions, et de conversations avec des procureurs fédéraux dont je me souviens à peine. Les nouvelles sur le front financier étaient sinistres, exactement comme Harding l'avait prédit. Les 350 000 $ avaient été rebondis à travers tant de comptes offshore et de sociétés écrans que récupérer plus qu'une petite fraction était un rêve impossible. C'était le coût de mon éducation, me disais-je sombrement. Le prix d'admission au monde réel. Alara, faisant face à une montagne de preuves et une série d'accusations fédérales qui pourraient l'enfermer pendant des décennies, a pris un accord de plaidoyer. Il n'y aurait pas de procès dramatique, pas de spectacle public. Juste une condamnation silencieuse et un long, très longtemps dans un établissement correctionnel fédéral. Une partie de moi était soulagée. Une autre partie se sentait privée d'un dernier compte public. Le vrai compte, cependant, se passait plus près de chez moi. La crise partagée avait fondamentalement réinitialisé ma relation avec Garrett. La nuit où nous étions revenus de Dallas, il avait finalement brisé son silence d'acier. Je suis désolé, Corbin, avait-il dit, ses yeux fixés sur la route. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai eu cette intuition qu'elle était louche. J'aurais dû pousser plus fort. J'aurais dû faire plus que juste t'avertir. Je voyais comme tu étais heureux. Et je ne voulais pas être celui qui gâche ça. Tu as essayé de me le dire. J'ai dit, ma voix silencieuse. Je n'écoutais pas. C'est mon travail d'être le grand frère, avait-il répondu. Et c'était la fin de cela. L'ancien mur de ressentiment et d'incompréhension entre nous s'était effondré, remplacé par une nouvelle fondation plus honnête. Il était devenu mon roc. Il a pris en charge le gâchis financier,
traitant avec les banques, les agences de crédit, et les avocats avec une efficacité impitoyable que moi, dans mon état émotionnellement brisé, n'aurais jamais pu gérer. Il ne m'a pas traité comme un imbécile. Il m'a traité comme un frère qui avait été blessé dans une guerre dont je ne savais pas que je me battais. Gideon, aussi, est resté une présence constante. Il prenait de mes nouvelles tous les quelques jours avec un appel téléphonique. Nous nous rencontrions pour un café une fois par semaine. Nous ne parlions jamais beaucoup de ce qui s'était passé. Pas directement. Nous parlions de son travail de sécurité, de mes cas au centre, de football. Mais en dessous de tout cela était une compréhension partagée, un lien forgé dans le creuset bizarre de la tromperie de Valra. Il était la seule autre personne sur la planète qui comprenait vraiment la nature spécifique de sa trahison. Il avait perdu une maison. J'avais perdu une vie. Nous étions les seuls membres d'un club très exclusif. Retourner au travail était l'étape la plus difficile et la plus nécessaire. Rentrer dans le centre de crise ressemblait à marcher sur une corde raide. Comment pouvais-je conseiller les autres sur la confiance et la sécurité quand mon propre jugement s'était avéré si catastrophiquement défaillant? Ma patronne, une femme sage et compatissante nommée Dr Anya Sharma, m'avait appelé dans son bureau le premier jour de mon retour. « Votre expérience ne vous disqualifie pas, Corbin, avait-elle dit gentiment. Elle vous accrédite. L'empathie est une belle chose. Mais l'empathie née de vraie souffrance, c'est un outil d'une puissance immense. Ne fuyez pas cela. Apprenez à le manier. Mes premières semaines ont été difficiles. J'avais l'impression d'être un imposteur. Mais Anya avait raison. Quand je m'asseyais avec une victime de violence domestique, je n'entendais plus seulement leurs mots. Je ressentais l'écho de leur peur, leur confusion, leur loyauté mal placée. Quand je parlais à une famille chancelant d'une perte soudaine, je comprenais le brouillard désorientant dans lequel ils marchaient. Ma douleur, aussi vaste et personnelle qu'elle soit, était devenue une lentille étrange et inattendue, amenant la douleur des autres dans un focus plus net et plus compatissant. Mon collègue Mitch était un cadeau du ciel. Il ne fouillait pas. Il s'assurait juste que ma tasse de café était toujours pleine et était toujours prêt avec une blague stupide pour briser la tension après un cas particulièrement épuisant. C'était une gentillesse simple et profonde. La maison de Gideon, fut finalement vendue. J'ai emballé les quelques affaires qui m'appartenaient vraiment dans une douzaine de boîtes en carton et ai déménagé dans un petit appartement stérile et miséricordieusement vide de l'autre côté de la ville. C'était un endroit sans souvenir, sans fantôme. C'était une ardoise vierge. Et alors que je m'asseyais sur le sol de mon salon vide, entouré de boîtes, je savais que le travail long et lent de reconstruction venait juste de commencer. Il ne s'agissait pas seulement de reconstruire un compte bancaire ou une vie. Il s'agissait de reconstruire un soi. Une année, 12 mois, 365 jours depuis que ma vie avait explosé. Le temps ne guérit pas toutes les blessures. C'est un mensonge qu'on se dit. Il n'efface pas les cicatrices. Ce qu'il fait, si vous avez de la chance, c'est vous donner l'espace pour apprendre à vivre avec elles. Elles deviennent une partie de votre topographie, une carte de où vous avez été. Je me tenais dans la salle de réunion éclairée au néon d'un centre communautaire local, l'air sentant faiblement la poussière de craie et le café bon marché. Devant moi, arrangés en demi-cercle de chaises en plastique, se trouvaient 12 personnes. 12 étrangers, tous partageant un lien secret et honteux. Ils étaient les membres du groupe de soutien que j'avais fondé 6 mois auparavant, le projet Phoenix, un groupe pour les victimes de fraudes financières et romantiques significatives. Ma propre thérapie avait été cruciale, mais j'ai rapidement réalisé que parler à des professionnels, bien qu'utiles, n'était pas suffisant. J'avais besoin de parler à des gens qui savaient, des gens qui comprenaient l'humiliation spécifique et déchirante de l'âme d'être arnaqué par quelqu'un qu'on aimait, des gens qui savaient ce que c'était de voir ses propres souvenirs transformés en armes contre soi. Si ce groupe n'existait pas, j'ai décidé que je le construirais. D'accord, je me suis assis, ma voix calme et stable. Qui veut commencer ce soir? Un homme dans la soixantaine, un enseignant retraité nommé Arthur, s'est éclairci la gorge. J'ai eu une semaine difficile, a-t-il commencé, sa voix tremblant légèrement. Ma fille a fait un commentaire, innocent, sur comment j'ai toujours été trop confiant, et je me suis effondré. Cela a tout ramené, le sentiment d'être un imbécile. Les têtes autour de la pièce ont hoché à l'unisson, le sentiment d'être un imbécile. C'était le dénominateur commun, la honte secrète et laide qui persistait longtemps après que la colère et le chagrin se soient apaisés. Je l'ai laissé parler, guidant la conversation avec des questions douces, utilisant les compétences que j'avais perfectionnées sur une décennie, mais maintenant elles étaient amplifiées, infusées d'une nouvelle authenticité inébranlable. Je n'étais plus seulement un conseiller, j'étais un membre de la tribu. Je pouvais regarder Arthur dans les yeux et dire « je sais ». Et il savait que je le faisais vraiment. Après la réunion, alors que j'empilais les chaises, mon téléphone a vibré. C'était une lettre transmise du bureau du procureur, d'elle, la première et seule communication que j'avais reçue depuis sa condamnation. Mes mains étaient parfaitement stables alors que je l'ouvrais. La lettre était des excuses. C'était 3 pages de prose divagante et auto-apitoiement, un chef-d'œuvre de délire narcissique. Elle blâmait son enfance. Elle blâmait le système. Elle blâmait la cupidité de ses victimes. Elle me blâmait de ne pas être assez riche pour résoudre ses problèmes légitimement. Elle me blâmait de ruiner sa vie en la signalant à la police. C'était le monologue pathétique et génial d'un prédateur qui ne pouvait pas comprendre un monde où elle n'était pas la victime. Il y a un an, cette lettre m'aurait détruit.
Elle m'aurait envoyé spiraler dans un vortex de rage et d'autodoute. Ce soir, je l'ai lu et j'ai ressenti rien. Un rien profond, paisible, libérateur. Elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Elle n'était qu'un fantôme. Ces mots, rien de plus que de faibles échos sans signification d'une vie qui n'était plus la mienne. J'ai plié la lettre, suis sorti dans l'air frais de la nuit, et l'ai jetée dans une poubelle publique sans une seconde pensée. Je suis rentré chez moi dans mon petit appartement. Il n'était plus stérile. Il était rempli de livres. Un fauteuil confortable et usé était assis dans le coin. Des photos de moi avec Gareth, avec Gideon, avec Mitch étaient posées sur une étagère. C'était une vie construite non pas sur une grande illusion parfaite, mais sur de petites connexions authentiques et robustes. J'ai pensé au dernier mot cruel d'Alara pour moi. Je t'ai libéré de tes propres illusions pathétiques. Dans sa malice, elle avait accidentellement dit la vérité. Elle avait brûlé ma ancienne vie jusqu'aux fondations. Une vie construite sur un besoin fragile et désespéré d'une fin de livre d'histoire. Et de ces cendres, j'avais été forcé de construire quelque chose de réel. Quelque chose de plus fort. Quelque chose à moi. J'étais entré dans cette épreuve comme la Mark 11, une étude de cas en vulnérabilité. J'y avais survécu. Et ce faisant, j'avais finalement trouvé ma vraie vocation. Non seulement comme un conseiller qui écoute, mais comme un survivant qui guide. Ma blessure la plus profonde était devenue ma plus grande force. Et dans la paix silencieuse de ma propre petite vie réelle, j'ai compris que ce n'était pas une histoire sur une arnaqueuse qui a volé mon argent. C'était l'histoire de comment un homme qui a passé sa vie à essayer de sauver les autres a finalement appris comment se sauver lui-même.